Il est 20h30 ici à Paris. Merci d'être là. Place à On va plus loin dans l'essentiel. Je reçois ce soir Ziad Limam. Bonsoir Ziad. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'Afrique Magazine. On va découvrir la une cette semaine avec... Ce mois, pardonne-moi, un homme qui fait danser l'Afrique, mais pas que, c'est le Congolais Fally Ipupa, le Congolais planétaire, à découvrir donc dans Afrique Magazine. Face à vous, Bruno Darou. Bonsoir Bruno. Bonsoir Florent. Chroniqueur international ici à France 24 qui m'accompagne depuis lundi. La première partie de l'émission de ce soir sera consacrée au Proche-Orient. Ce mercredi, le Hezbollah a confirmé la mort d'Hachem Safieddine. Il était vu comme l'un des potentiels successeurs d'Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah. On se demandera notamment qui peut désormais prendre la suite. Et puis dans un second temps, on parlera guerre en Ukraine. Les États-Unis, l'OTAN et la Corée du Sud confirment désormais ce que disait Volodymyr Zelensky ces derniers jours, à savoir que la Corée du Nord a bien envoyé des milliers de soldats en Russie. Qu'est-ce que ça peut changer? On se posera la question tout à l'heure. Même pas nommé et déjà assassiné, donc pressenti pour succéder à Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah, Hachem Safieddine a donc été éliminé par Israël. C'était début octobre dans une frappe près de Beyrouth, mort confirmée cet après-midi par le mouvement chiite libanais. Mais alors, qui était-il au sein du Hezbollah? On voit cela avec Léo Péchard. Il était le candidat le plus sérieux pour remplacer Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah. La mort de Hachem Safieddine a été confirmée par l'armée israélienne. Hachem Safieddine, chef du conseil exécutif du Hezbollah, a été éliminé lors d'une frappe sur le principal quartier général du renseignement du Hezbollah à Daïeh, il y a environ 3 semaines. Son sort était incertain après un raid israélien le 4 octobre près de Beyrouth. Connu pour ses liens étroits avec l'Iran, Hachem Safieddine était le cousin de l'ancien dirigeant du Hezbollah. Si Hassan Nasrallah apparaissait rarement en public, lui avec son turban noir et sa barbe grise était le visage du parti dans les événements politiques et religieux. Sa popularité était grande auprès de la base du parti et comme son cousin, il était connu pour ses discours enflammés. Son importance au sein du mouvement lui a valu d'être désigné comme terroriste par Washington et par l'Arabie Saoudite. La mort de Safieddine est un nouveau coup dur pour le Hezbollah qui n'a toujours pas de dirigeant élu à sa tête. Son numéro 2, Naïm Kassem, continue d'assurer l'intérim depuis fin septembre et la mort de Nasrallah. L'organisation chiite n'a pas donné d'indication quant à la nomination d'un éventuel successeur. Ziad, on l'a vu, Safieddine, après Sinwar, Nasrallah, Haniyeh, Deif, pour ne citer que, on a l'impression que personne ne peut aujourd'hui échapper à Israël. Ça, oui, on a l'impression que personne ne peut échapper, surtout au renseignement israélien, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de capacités d'intelligence, comme on dit aux États-Unis, pour savoir où est-ce qu'ils sont, à quel endroit ils sont. Après, la mort du numéro 2 intervient aussi à un moment de profonde désorganisation, c'est-à-dire que c'est juste après la mort de Nasrallah, c'est les premiers bombardements. Donc il y a la sensation que presque un effet de... C'est bizarre de dire ça, presque un effet de surprise. Après, est-ce que le mouvement est décapité? Est-ce que, bon, c'est toute la question du moment. Est-ce qu'il fonctionne par, département quasi autonome, par cellule militaire quasi autonome, quel est le lien avec Téhéran? Est-ce que le numéro 3 qui est cité dans le reportage, est-ce qu'il est à Beyrouth ou est-ce qu'il est ailleurs? Donc tout ça, on ne sait pas. Et la difficulté, on le sait aussi, c'est que... quelle est la capacité aujourd'hui d'action du Hezbollah? Quelle est la capacité... Bon, on a vu que cet après-midi, ils ont réussi à tirer encore quelques projectiles, missiles sur Israël. Qu'est-ce qui se passe dans le sud du Liban? On ne sait pas exactement ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que les troupes sont encore mobilisées à se défendre? Donc tout ça, il y a beaucoup d'inconnus. La seule chose qui me semble importante aussi, c'est la lecture de la situation... à l'intérieur du Liban, le rapport politique entre le Hezbollah et les autres forces politiques, est-ce qu'il y a... Il évolue? Là aussi, c'est très difficile selon les sons de cloche. Est-ce qu'il y a une partie de l'opinion qui accuse le Hezbollah d'avoir déclenché la guerre, d'avoir déclenché une catastrophe sur le Liban, que le Liban va mettre des années à se remettre de la crise, de la crise économique, puis des bombardements, de la déliquescence de l'État? Sachant que la crise, elle était là depuis... Oui, mais bon, quand vous faites bombarder, aujourd'hui, il y a eu, semble-t-il, près de 80 morts sur plusieurs dizaines de bombardements. Donc,
quelle est la situation politique? Est-ce qu'on peut dire que le Hezbollah, en tant que force politique, est durablement affaibli, ou est-ce qu'il y a toujours cette affiliation d'une grande partie des chiites du pays vers le mouvement? Tout ça, c'est pas très clair. La seule chose dont on pourrait se dire, c'est que, justement, on voit pas beaucoup de solutions politiques dans tout ça. On voit la guerre, mais on voit pas de sortie politique à court terme. Bruno, on dit souvent que lorsqu'Israël tue une tête du Hezbollah, il y en a 2 qui repoussent. Est-ce que c'est si vrai que cela? Et finalement, en toile de fond, il y a l'aura, l'influence dont parlait Ziad de ces nouveaux dirigeants élus. C'est un peu le lot, j'allais dire, de ces partis qui sont des milices. L'organisation, moi je trouve, arrive toujours à survivre au phénomène de décapitation tel qu'Israël est en train de le mener. Mais elle n'avait jamais été décapitée de la sorte. Non, elle n'avait jamais été décapitée de la sorte. Mais c'est vrai, par exemple, la disparition de Hassan Nasrallah, c'est plus une conséquence lourde sur le Liban, sur la politique au Liban, peut-être, plus que sur le fonctionnement du Hezbollah. On verra bien, effectivement, comme disait Ziad, il y a beaucoup d'inconnus. Mais enfin, si on prend d'autres organisations comme le Hamas, ou on peut penser aussi à l'organisation de l'État islamique, on voit qu'en fait, la décapitation des chefs, sur le moment, on dit, là, l'organisation est totalement défaite, etc. Et en fait, on s'aperçoit quelques mois après que non, effectivement, il y a un nouveau nom qui apparaît. L'idéologie n'a pas disparu. L'idéologie ne disparaît pas. Comme disait Ziad aussi, les capacités opérationnelles ne disparaissent pas. Et puis, ce genre d'intervention que mène Israël actuellement crée des générations de nouveaux militants. Donc, au fur et à mesure, eh bien, certains d'entre eux prennent des responsabilités. Donc moi, ça c'est une opinion personnelle, je suis assez sceptique. Même une figure comme Hassan Nasrallah, je suis d'accord, qui était quand même extrêmement importante pour le Hezbollah et au Liban, aimé ou détesté, parce que c'était pas une figure totalement consensuelle. Donc ça a plus d'impact, je trouve, sur la politique libanaise. Est-ce que ça veut dire que le Hezbollah va être éradiqué? C'est vraiment la question. Et c'est une question quand même aussi assez importante, puisque on rappelle que c'est la justification par Israël des actions qu'elle mène dans la bande de Gaza contre le Hamas et là dans le sud Liban, et voire plus au Liban, contre le Hezbollah, en disant nous allons éradiquer ces mouvements. C'est un peu la seule justification qui est donnée par Israël. Donc, si l'éradication totale n'est pas possible, et ça tout le monde le pense à peu près, reste à voir combien de temps ces organisations sont affaiblies, laissent en quelque sorte Israël en paix parce qu'il faut qu'elle se reconstitue, et ensuite qui les dirigera. Mais je ne pense pas, comme vous l'avez dit, qu'une idéologie, on puisse l'éradiquer. On sait aujourd'hui qui peut reprendre le flambeau. Est-ce que d'ailleurs ça a de l'importance? Ça a certainement une importance dans les rapports de force à l'intérieur du Hezbollah. Est-ce que c'est la ligne pro-Téhéran? Est-ce que c'est une ligne peut-être plus politique et modérée? Et encore une fois, il y a des inconnus, parce que quel est le jeu aujourd'hui? Quelle stratégie joue l'Iran dans ce conflit? Est-ce qu'ils sont à 100% derrière le Hezbollah? Est-ce qu'ils eux-mêmes calculent, j'allais dire, leur risque? Est-ce qu'il y a des gens qui disent que peut-être ils sont en train de les lâcher en douceur pour se protéger eux-mêmes? On l'a beaucoup dit, oui, on la mort de Nasrallah. Oui, donc puis il y a question de capacité, question de volonté. Question de capacité, question de volonté. Et puis il y a l'attitude des Israéliens eux-mêmes, c'est-à-dire du pouvoir israélien. Est-ce qu'on va aller le plus loin possible? Est-ce qu'on va essayer d'entraîner l'Iran dans la guerre? Et à ce moment-là, forcément, le Hezbollah redevient un acteur presque de facto majeur, parce qu'il sera parti de la guerre globale. Est-ce que les Américains vont suivre cette escalade permanente? Est-ce qu'il y a les élections dans 2 semaines? Qui va sortir des élections? C'est-à-dire qu'on est dans un moment, certes, les armes parlent, il y a des morts tous les jours. On oublie ce qui se passe à Gaza. Et ce qui se passe dans le nord de Gaza est absolument terrifiant. Et ça reste dans un espèce de silence planétaire assez incroyable. On a d'ailleurs un sujet qu'on diffusera à 21h dessus. Et donc voilà, on est dans ce moment où, avec l'absence d'un vrai chef aux États-Unis, d'un vrai patron, avec un vrai... Trump, on sait... Kamala, on sait moyen. Trump, on sait. Enfin, on devine ce que ça pourrait faire. Mais voilà, tous ces éléments nous manquent pour pouvoir parler avec assurance de... Tout ce qu'on voit,
c'est la guerre, la souffrance des civils, encore une fois, aujourd'hui, on parle de plus de 80 victimes au Liban, plus de 800 victimes à Gaza depuis 3 semaines. Malheureusement, on s'y est habitué. On ne devrait pas. Oui, parce que tout ça, est-ce que ça amène à une solution politique? Et quelle solution politique? Parce qu'un jour ou l'autre, il faudra bien y arriver, que ça soit au Liban, que ça soit en Palestine, que ça soit vis-à-vis de l'Iran. Non. Pour le moment, on n'a pas de solution. Est-ce que du côté israélien, on peut aussi peut-être se dire, on entend les reportages un peu partout réalisés sur la planète, est-ce que Israël est peut-être en train de redorer son blason avec ses nombreux succès militaires? Est-ce que l'État hébreu est en train de redorer une partie de son blason sur la scène internationale? Redorer son blason, moi je n'irai pas jusque-là parce que, en fait, Israël donne plutôt l'impression de faire absolument ce qu'il veut sans tenir compte de la communauté internationale avec son propre agenda et en plus le propre agenda du Premier ministre israélien. C'est vraiment sur l'aspect militaire, ma question. Oui, alors sur l'aspect militaire. Mais alors ça, moi je dirais que c'est plutôt en interne, ça. C'est plutôt vis-à-vis d'une partie de l'opinion publique israélienne qui avait été choquée de ce qui s'était passé le 7 octobre, la faillite des services de renseignement, de l'armée, etc., qui avait permis le massacre, les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre. Là, le cerveau a été éliminé, ouais. Oui. Donc en interne, oui, ça d'ailleurs, il y a eu un gain de popularité pour Benyamin Netanyahou. Sa majorité politique à la Knesset est consolidée. À l'extérieur, je pense que tout le monde s'accorde à dire que l'armée israélienne, effectivement, a acquis un niveau de technologie et de précision de frappe, etc. Donc voilà, tout le monde le sait. Je ne suis pas persuadé que ça redore le blason. Non, la vraie question, c'est où veut aller Israël? Parce que même ce que disait Ziad, à un moment donné, il faudra bien une solution politique. Mais ça, c'est si le conflit reste maîtrisé. Parce que là, ce qui est dangereux, c'est qu'on est dans une logique escalatoire, comme on dit, donc un engrenage qui fait que chacun des acteurs, finalement, à un moment, se trouve pris au piège. On ne sait pas si Israël cherche à piéger l'Iran et l'Iran ne veut pas vraiment aller à la guerre, ou si l'Iran, effectivement, est prêt à aller plus loin pour peut-être amener les États-Unis à entrer en guerre, alors qu'on est, comme disait Ziad, à même pas 2 semaines d'un scrutin très important. Voilà, parce qu'il y a ça aussi quand même qui reste très important, c'est que va faire Israël n'a toujours pas frappé contre l'Iran. Ça fait 3 semaines qu'elle aurait dû le faire. Bon, on imagine qu'il y a des discussions entre les Américains, les Israéliens, pour que cette réponse soit calibrée. La seule chose qu'on sait à peu près, c'est que les Israéliens ont quand même besoin des Américains pour aller frapper l'Iran. Après, est-ce que Benyamin Netanyahou va attendre le tout dernier moment avant le 5 novembre pour faire basculer plutôt du côté Trump ou est-ce que parce qu'ils ont besoin des Américains, que les Américains ne leur permettront pas de faire cette frappe avant l'élection. Personne n'en sait rien, mais c'est un élément très important quand même. La guerre va durer aussi longtemps que Benyamin Netanyahou l'aura décidé ? La guerre va durer aussi longtemps que Benyamin Netanyahou l'aura décidé. Après, l'histoire des hommes, il y a toujours... rien n'est linéaire, il peut se passer énormément de choses. Encore une fois, je vous dis, ce qui va se passer aux États-Unis est quand même assez important et déterminant. C'est ça la prochaine étape finalement de ce conflit au Proche-Orient ? Non, il y a des étapes, j'allais dire, technico-militaires. Il y a la fameuse lettre Biden-Austin adressée au gouvernement israélien pour dire « Nous allons être en infraction avec la loi américaine si vous n'autorisez pas, si vous ne facilitez pas l'accès de l'aide humanitaire à Gaza ». On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même un problème qui va se poser assez vite. Et puis, vous parliez de victoire militaire. Je pense que l'opinion publique globale, même si elle n'existe pas vraiment, mais disons, le sentiment assez général, c'est que trop, c'est trop. Trop de victimes, trop de morts, trop de bombardements, trop d'immeubles fracassés, trop de gens massacrés. Les images qui viennent de Gaza sont terribles, comme celles qui viennent du Liban et du Sud-Liban en particulier. Donc je pense qu'il y a quand même un espèce de ras-le-bol assez général, d'écœurement assez général face à cette violence. Et puis, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, c'est pas le seul conflit. Et donc, il y a un conflit qui dure en Ukraine qui n'est pas réglé. Il y a peut-être un conflit en Asie du Sud-Est qui est en train de monter avec les déclarations martiales de la Chine. Sur Taïwan. Et donc, on se dit... Enfin, je me mets à la place des quelques dirigeants du monde qui ont 3-4 idées à peu près cohérentes en ce moment, de se dire c'est trop. C'est-à-dire la tension atteint des niveaux
très élevés et qui entraînent un risque de globalisation. Je sais pas, imaginez par exemple une attaque frontale contre l'Iran. L'Iran est allié à la Russie. C'est clair et net. Ce sont des alliés stratégiques. Donc, est-ce que la Russie interviendrait sur une attaque frontale contre l'Iran au moment où elle-même est attaquée par les mêmes Américains en Ukraine? Donc, on joue avec les bordures extrêmement rouges. Un dernier mot avant de passer à la suite, Bruno, sur ce point, ou pas? Non, mais voilà, on est effectivement dans une situation extrêmement tendue où on ne sait plus trop qui veut quoi. Parce que moi, je suis d'accord avec Ziad. Pour Israël, vous disiez redorer le blason, mais alors d'un point de vue militaire, certes, mais sur la scène de la communauté internationale, pas du tout, je pense, parce qu'effectivement, trop de morts, trop de victimes, etc. Et il y a eu sur l'assassinat des têtes, précisons-le. Oui, mais sur les populations civiles, évidemment. Non, mais bien sûr. Mais il y a eu des guerres. De toute façon, la guerre, c'est toujours terrible, mais il y a eu des guerres où on savait à peu près pourquoi les gens se battaient. Là, le problème... Alors, il y a l'argument sécuritaire. Voilà, Benyamin Netanyahou dit c'est pour assurer la sécurité de mes frontières. Mais on voit bien que ça déborde trop et qu'il y a peut-être un autre agenda caché, on ne sait pas... qui soit un agenda personnel, politique ou autre, parce qu'il y a aussi la Cisjordanie dont on n'a pas parlé. Donc voilà, c'est ça quand même qui est très problématique. Allez, on passe au deuxième thème de la soirée. Il n'est plus le seul à le crier haut et fort. Depuis plusieurs jours, Volodymyr Zelensky le répétait à l'envi. La Corée du Nord a envoyé 12 000 soldats en Russie. Selon lui, la Russie, bien sûr, alliée de la Corée du Nord, ce mercredi, et pour la toute première fois, Washington, l'OTAN, mais aussi Séoul le disent aussi, preuve selon eux à l'appui. Ce conflit, il s'internationalise et pour beaucoup, notamment pour le président ukrainien, c'est une escalade majeure. Je vous propose de l'écouter. Selon nos informations, 2 unités de personnel militaire nord-coréen reçoivent un entraînement. Il pourrait même s'agir de 2 brigades de 6 000 hommes chacune. Et cela représente un défi. Si la Corée du Nord peut intervenir dans la guerre en Europe, cela signifie que la pression mise sur ce régime n'est clairement pas assez forte. Et si la Russie peut toujours étendre et prolonger cette guerre, cela veut dire que quiconque dans le monde qui ne contraint pas la Russie à la paix aide Poutine à mener sa guerre. Ziad, on ne l'a pas entendu là, mais Volodymyr Zelensky le dit, c'est un premier pas vers la guerre mondiale. Vous êtes d'accord ou pas avec lui? Je ne suis pas devin sur les premiers pas qui mènent à des conflits mondiaux, mais c'est clair que c'est un message assez puissant de la part des Russes de dire j'ai des alliés qui sont capables de mettre des gens sur le terrain. Après, j'attends de voir des soldats nord-coréens sur le terrain. Ils ne sont pas en Ukraine. Voilà. Donc, leur valeur, vous voulez dire? Non, j'attends de voir ce qu'ils vont être au front et ce qu'ils ne vont pas être au front, etc. Et de toute façon, ça ne change pas le fait que la Corée du Nord est déjà alliée jusqu'aux yeux avec les Russes en fournissant des armes, en fournissant des obus, en fournissant du matériel. Donc c'est un discours à double portée symbolique pour les Russes et pour Pyongyang de dire voilà, on est alliés, on mène la guerre contre l'hégémonie américaine, euro-américaine, et donc rien ne change. Rien ne change, sauf que le deuxième message, c'est que les Russes disent on peut aller très loin. Et on vous l'a dit. Cette guerre ne sera pas, elle s'arrêtera pas sur les termes que veulent imposer les États-Unis et l'Ukraine et ce qui reste d'une Europe autonome dans cette histoire. Donc, moi, je pense que c'est ça la vraie discussion. C'est nous, on est capable de faire la guerre pendant des siècles, pendant des années, pendant des dizaines d'années, jusqu'à épuisement des forces. Et là, on a un problème pour répondre. On voit aussi que on en parlait entre nous ce matin. On voit aussi qu'on a un sommet des BRICS avec 20 chefs d'État qui ne sont pas des petits chefs d'État à Kazan. Donc ça veut dire que toute la stratégie d'encerclement de Poutine ne fonctionne pas dans une grande partie du monde, ou qu'en tous les cas, une grande partie du monde calcule ses risques avec subtilité et voilà, on le voit bien entre les uns et les autres. Donc pour l'Ukraine, c'est effectivement un moment très difficile, plus le fait que sur le terrain, ça ne se passe pas, si j'ai bien compris,
très bien sur le plan militaire. Donc, c'est un moment difficile pour les Ukrainiens. Qu'est-ce que ça peut changer, Bruno? Et encore une fois, pas de président aux États-Unis, enfin pas de leadership avant je ne sais pas combien de semaines. Imaginez que les élections se passent mal. C'est le 20 janvier. Qu'on argumente. Non, mais imaginez que ça se passe passe mal, qu'on argumente sur 1000 voix ici, 500 voix là, etc. Je veux dire, le scénario catastrophe n'est pas totalement exclu non plus aux États-Unis. Je suis désolé, c'est pas très gai ce soir. Mais... Bruno, qu'est-ce que ça peut changer, l'envoi de milliers de soldats nord-coréens en Russie pour l'instant? Alors, moi, je pense quand même que ce que ça changerait, c'est si vraiment ils étaient déployés sur le terrain. Après, le nombre dont on parle numériquement, c'est pas énorme. Hein, là, pour le moment, il serait 1500, 3000, c'est pas 1500 selon l'OTAN, 12 000 selon l'Ukraine. Non, pour le moment, il y aurait selon l'OTAN, il serait 1500 ou 3000 déployés en Russie. Au final, il devrait être autour de 10 000. Ça, c'est ce qui a été annoncé par la Russie. Après, il faut qu'ils soient déployés. S'ils sont déployés quand même, ça change de nature. Parce que, certes, la Corée du Nord est un allié, fournit des armes, etc. Mais des troupes au sol combattantes aux côtés de la Russie, là, ça change de nature. C'est pour ça que les États-Unis et l'OTAN, mais les États-Unis quand même ont réagi en disant les soldats nord-coréens, s'ils sont en Ukraine, seront des cibles légitimes. S'ils sont déployés sur le terrain. Et puis vous vous souvenez des propos de l'autre côté, des propos d'Emmanuel Macron quand il avait évoqué l'hypothèse de troupes au sol. Ça levé de bouclier en Europe. Parce que ça, effectivement, là, on rentrerait dans un risque véritablement d'internationalisation du conflit, parce que ça veut dire que des troupes combattantes sont engagées sur le terrain, qui ne sont pas ni les troupes ukrainiennes d'un côté, ni les troupes russes de l'autre, mais des troupes de pays alliés. Et là, quand même, le conflit changerait de nature. Donc il faut surveiller ça. On n'en est pas là. Il y a aussi, vous savez, ça peut être aussi un gros coup de bluff. Oui, un gros coup de com' de la Russie, de la Corée du Nord. Peut-être que ces soldats nord-coréens, vont rester en Russie. On verra bien. On n'en sait rien. Mais Vladimir Poutine, effectivement, là, je suis d'accord avec Ziad, veut faire passer le message que, de toute façon, il reste extrêmement déterminé et que lui aussi a des alliés qui sont peut-être prêts à aller jusque-là. Après, juste pour revenir sur les BRICS, ce qui est intéressant, c'est... Alors, effectivement, ça permet à Vladimir Poutine de montrer qu'il n'est pas aussi isolé, mais sur l'Ukraine, précisément, vous voyez aussi quand même qu'il est un peu encadré, c'est un peu le paradoxe, par notamment ces grands pays des BRICS, le Brésil, l'Inde, la Chine, qui lui disent clairement, nous, on ne veut pas justement que ça parte en vrille, si vous me passez l'expression, et que voilà, ça parte en dehors de cette région. Donc il est un peu sous pression, il a des alliés, mais qui lui disent aussi, écoute mon gars, il faut quand même pas que ça aille trop loin. Donc ça, voilà, dans toutes ces mauvaises nouvelles, ça a un petit côté un peu rassurant quand même. Une chose est sûre, dans ce conflit, on a l'impression qu'il y a un camp, le camp pro-russe, qui est totalement désinhibé. Si les Européens auraient envoyé des soldats, on aurait parlé de co-belligérance. Là, on n'en parle pas. Ah ben si, on en parlera si on en parlera Est-ce que ça aurait les mêmes conséquences de l'autre côté? C'est ça la question. Non, on en parlera, comme dit Bruno, s'ils sont au front. Si les Français et les Allemands envoyaient des troupes aujourd'hui en Ukraine, est-ce que la Russie n'agirait pas différemment? D'abord, encore une fois, je ne suis pas dans les secrets militaires, mais je serais surpris qu'il n'y ait pas au moins des techniciens ou des agents de liaison ou de renseignement, etc. Bon, je peux pas, j'ai pas d'annonce spectaculaire dans ce domaine, mais on connaît un peu la guerre pour savoir qu'il y a forcément des gens. La question, in fine, c'est qu'est-ce qu'on peut obtenir et comment on peut l'obtenir selon la perspective où on est. Que peuvent obtenir les Euro-Américains? On ne sait pas. Et que peuvent obtenir les Russes? On sait qu'ils sont capables de se battre pendant très longtemps, avec des appuis, etc., y compris avec les conseils avisés de leurs grands alliés qui leur disent attention à ne pas sortir du cadre. Moi, je pense que la perception, je suis désolé de le dire de manière assez cynique, mais la perception de l'Ukraine dans le monde, elle n'est pas la même que celle qu'on a ici et celle qu'on a aux États-Unis. C'est pour une grande partie du monde, l'Ukraine est un conflit géostratégique, j'allais dire presque normal. C'est-à-dire la sphère d'influence de la Russie, c'est normal, ils essayent de garder leur pion. Et pour les Chinois, on en a parlé sur ce plateau 25 fois, il y a quand même un parallèle Taïwan-Ukraine. On peut quand même se dire que, voilà, et qu'il y a tout ce qui relie tous ces gens aux BRICS, c'est le message qu'ils envoient, c'est de dire ce n'est pas un monde sous direction américaine. C'est un monde multipolaire. Ce n'est plus. Ce n'est plus. Voilà. Ça a changé. On n'est plus sous le gendarme américain. Alors, juste pour venir vite,
Il nous reste 30 secondes. L'avantage du gendarme, c'est qu'on savait où était le bien, où était le mal. Il y avait une ligne assez simple. Après, on n'était pas forcément du bon côté. Mais bon, là, comme il n'y a plus de gendarmes, les lignes, elles deviennent totalement floues. Voilà, et ce sommet des BRICS, il se poursuit jusqu'à demain à Kazan, en Russie. Vladimir Poutine, qui est donc entouré d'une vingtaine de dirigeants étrangers. Merci Bruno. Et demain, qui rencontrera le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres, qui est l'invité surprise de ce sommet des BRICS. Merci Bruno. Et il y a un sommet du Commonwealth, donc, qui... Vous revenez. Samoa, je crois que c'est jeudi, et qui n'intéresse pas grand monde. Je vous en parlerai vendredi avec moi dans une semaine dans le monde. Merci à vous deux d'être là. On va marquer une courte pause, 5 minutes, et un nouveau journal arrive à 21h sur notre antenne. Restez là.